la cantatrice devenue initiée. Il y a parfois des personnes qui rencontrent un destin, qui sont l'objet des affres de la vie, qui ne sont absolument pas prédisposées à vivre certaines choses. Eh bien, la personne dont nous allons parler maintenant savait dès son plus jeune âge qu'elle voyagerait, qu'elle explorerait le monde. Elle était attirée par le bouddhisme, par les arts orientaux, et elle portait dès son plus jeune âge la certitude qu'un jour, elle serait non seulement initiée à la religion bouddhiste, mais qu'elle en deviendrait un des piliers. Pourtant, dès l'origine, cette petite fille est volontaire. Elle sait ce qu'elle veut. Il faut dire qu'elle est élevée quand même dans une famille particulière. Son père est anarchiste, franc-maçon, c'est un intellectuel, et dès le début, il ne va pas l'élever comme n'importe quelle petite fille en la programmant à être une parfaite mère de famille, à avoir une maison, des enfants, à se dévouer à son mari, comme cela se fait à l'époque. La petite Alexandra est élevée dans l'indépendance comme si elle était un garçon, sans aucune différence pour son sexe et sa condition. Dès toute petite, elle est prise de liberté, elle va marquer son temps, son époque, elle sera révolutionnaire, elle sera initiée et elle sera quelque part la sauvegarde de la culture tibétaine. Nous allons parler d'Alexandra, celle qui deviendra plus tard, du nom de son époux, Alexandra David-Néel, l'exploratrice. Connue pour son mauvais caractère, connue pour son implication, sa ténacité, elle ne lâche pas, jamais, elle est volontaire, elle est authentique, elle est décidée. Rien que de voir l'image d'elle enfant, on lit dans son regard une volonté de faire, une compréhension inébranlable par rapport à sa mission de vie, par rapport à ce qu'elle doit faire et par rapport à ce qu'elle représente. Son père, Louis-David, est instituteur. Il va lui apprendre très tôt le goût des lettres, de l'écriture, de l'apprentissage. Il est franc-maçon, militant républicain. Alors qu'elle n'a que 2 ans, son père l'amène devant les murs des fédérés, au cimetière du Père-Lachaise à Paris, là où les derniers communards ont été exécutés. Certains ont eu la chance, ils auront été déportés en Nouvelle-Calédonie. C'est le cas de Louise Michel, dont le souvenir hante encore la mémoire néo-calédonienne. Certains de ces communards ont fait souche là-bas et donné naissance aux grandes familles néo-calédoniennes. Mais nous sommes à Paris, et à Paris, les communards ont été exécutés. Dès cet âge véritablement précoce, la petite fille découvre la mort, la férocité des hommes. Cela va la marquer à tout jamais. Elle va chercher le sens de la vie, le sens de la mort, et quoi de mieux pour compenser ces démons qui commencent à la hanter que le goût ineffable pour la liberté, l'aventure et l'envie d'aller au-delà des limites imposées. Très rapidement, elle veut voyager. À 15 ans, elle fugue. Imaginez ça. Elle est née le 24 octobre 1868. Ce n'est même pas une femme du siècle dernier. C'est une femme du 19e siècle. Le siècle où les femmes n'ont pas voix à la parole, par voix au chapitre. Eh bien, elle va fuguer. Elle va gagner la Hollande et elle va tenter de s'embarquer pour l'Angleterre. Malheureusement, il faut bien le reconnaître, elle manque d'argent. Et elle va fuguer, encore une fois, revenir chez elle et refuguer pour l'Italie. Elle n'a pas peur. Ce qui caractérise Alexandra David-Néel, c'est l'absence de peur. Alors, avec papa, qui est un anarchiste, Élisée Reclus, un ami de son père, eh bien, elle va côtoyer des anarchistes, des francs-maçons. Quelque part, elle est pour l'égalité homme-femme, pour le féminisme, et ne voit pas pourquoi, parce qu'elle est une femme, qu'elle aurait moins de droits qu'elle. Elle va écrire un livre très peu connu, qui s'appelle Pour la vie. C'est un pamphlet libertaire, qui dénonce les abus de l'État, de l'armée, de la médecine, de l'Église et de la finance. Tous ces métiers qui lui sont fermés, tous ces métiers qui sont interdits aux femmes, tous ces métiers qui, à nous, en tant que personnes du sexe féminin, ont des portes closes, comme si nous n'étions pas capables, comme si nous étions réduites à n'être qu'une femme, qu'un ventre,
destinée soit à porter des enfants, ce qu'elle n'acceptera jamais de faire, soit être à disposition de son époux, ce qu'elle n'acceptera pas non plus de faire. À 20 ans, elle rentre dans la franc-maçonnerie féminine, elle collabore au journal La Fronde, un journal 100% féminin, géré en coopérative par des femmes. 1 an plus tard, elle se convertit au bouddhisme. Clément Domas de la maison d'Alexandra David-Nel disait, à cette époque-là, c'était normal pour les hommes d'être anarchistes, d'être dans la politique. Il était de bon ton dans l'après-commune, nourri à l'esprit d'un Victor Hugo, pressentant les idées de Jaurès, avec l'école pour tous et des idées libertaires, que les hommes s'élèvent contre l'État et veulent instaurer un nouvel modèle politique. Les femmes, par contre, elles étaient en retrait. Les femmes n'avaient pas d'éducation, pas de culture, pas de connaissances politiques. Et même pour les voyages, c'était absolument impensable à cette époque-là, so shocking, qu'elle puisse partir seule. Une femme se devait à une certaine attitude, une certaine droiture, une certaine rectitude. Il y avait le quand dira-t-on, il y avait la bonne personne, la bonne société, et on devait s'y conformer. Alexandra rêve de voyage. Elle rêve de liberté. Elle rêve de s'émanciper, y compris de la condition dans laquelle elle est née, y compris du carcan social qui l'a enserrée. Et pourtant, elle se heurte à une réalité. Les voyages coûtent cher, surtout à cette époque-là. Ils sont réservés à une élite financière à laquelle elle ne fait pas partie. Et pourtant, enfant, elle a suivi des cours de chant au Conservatoire de Bruxelles. Elle chante très bien. Sa voix est claire. Son jeu de scène plaît. C'est une jolie femme. Elle est ravissante, elle est radieuse, elle est fraîche. Et dans ses yeux, dans son regard, dans sa volonté, brille une lueur qui plaît et un charisme ineffable. Alors, sous le nom d'Alexandra Myrial, Alexandra, la première femme qui va découvrir le Tibet, dans la deuxième partie de sa vie, devient cantatrice. Elle se produit sur scène. Elle se produit à Hanoï, à Athènes, à Tunis. Et c'est à Tunis, justement, qu'elle va rencontrer celui qui va devenir son mari, son guide, son protecteur, qui va accepter ses frasques, qu'elle ne soit jamais avec lui et qu'elle refuse délibérément de lui donner des enfants. Celui qui l'aimera toute sa vie, alors même qu'elle ne sera jamais là. Celui sans qui elle n'aurait jamais pu faire son œuvre. Philippe Nel, dont elle va enfin accepter de prendre le nom, un ingénieur des chemins de fer tunisien qui va lui passer la bague au doigt. Alexandra David-Nel, cantatrice, va-t-elle se ranger? Elle qui se produisait sur scène, va-t-elle devenir enfin une femme au foyer? Quelque chose appelle Alexandra, quelque chose de plus fort qu'elle. Lorsqu'elle se lève le matin et qu'elle regarde par la fenêtre, son époux endormi sur la couche, elle ouvre la fenêtre, elle ressent l'air sur sa peau et l'appel du large. Un jour, elle fera ses bagages. Alexandra est une exploratrice. Et tu seras un fils, ma fille, aurait pu lui dire Alexandrine, sa mère, qui rêvait d'un petit garçon. Un petit garçon n'aurait jamais marqué un tel dépassement de soi-même. Alexandra, toute sa vie, a lutté, s'est imposée, s'est devenue le premier occidental à pénétrer dans la cité interdite de Lhasa, la capitale tibétaine, interdite aux Occidentaux, et non seulement elle était occidentale, mais en plus c'était une femme. Elle disait d'elle, enfant, je lisais et j'aimais être seule. Je ne jouais jamais. Je trouvais les autres enfants stupides et les grandes personnes, je les haïssais. Elles m'empêchaient de faire ce que je voulais. Je déteste encore aujourd'hui ceux qui veulent m'empêcher de faire ce que je veux. Un caractère de fer. Elle se privait de nourriture et dormait souvent au sol comme pour préparer son corps aux privations qu'elle allait endurer. Pendant 10 ans, elle sera cantatrice. Et après avoir appris le sanskrit pour étudier les textes sacrés dans leur langue d'origine, elle s'intéresse à la théosophie et elle cesse de rêver d'aventure puisqu'elle va vivre elle-même les plus grandes aventures dont on puisse rêver. La fin de sa vie
sera faite de voyages qui sont autant de quêtes spirituelles. Sa soif de connaissance est si grande, sa volonté de connaître chaque recoin de la pensée bouddhiste, de discuter avec ses plus grands penseurs, de chercher une sagesse et une spiritualité sur laquelle fonder une société meilleure, plus juste et plus égalitaire, peu à peu, à force de sagesse et d'apprentissage, Alexandra devient progressivement une experte. Elle sera la première femme lama de l'histoire, une femme lama, une occidentale. On vient lui demander conseil. Le prince est chef spirituel du Sikkim. Elle accepte sa proposition de réformer le bouddhisme dans son pays en échange d'une rencontre avec le 13e Dalai Lama en exil, ce qui est alors extrêmement rare. Elle est la première européenne à le rencontrer en exil. Ils échangent et il lui conseille d'apprendre le tibétain, ce qu'elle fera. Femme d'une grande sagesse, d'une force incroyable, c'est en 1916 qu'Alexandra franchira la frontière interdite du Tibet sans autorisation. Elle va y rencontrer un des plus grands personnages du bouddhisme tibétain, le Panchen Lama. Elle sera expulsée à son retour pour avoir ignoré l'interdiction de pénétrer au Tibet. Mais une décision est prise, une décision implacable qu'elle seule peut prendre, peu importe les autorités, peu importe les États, peu importe les interdictions, c'est dit, elle sera la première européenne à fouler le sol de Lhasa, la capitale sacrée du Tibet. Je le voulais et à n'importe quel prix, je l'aurai. Son thème astral montre parfaitement la femme qu'elle est. Ce soleil en maison 1 rayonne et lui donne une force, une puissance, une compréhension incroyable. De ce scorpion par un soleil en maison 1 qui rayonne. Comme Mère Teresa. Mère Teresa a aussi le soleil en maison 1. Comme le Dalai Lama. Soleil en maison 1, une volonté farouche au service d'une cause qu'elle entend incarner. Et non seulement le soleil est en maison 1, mais il est au premier degré du scorpion, comme si au commencement de toute chose, il était encore plus fort et qu'il éclaire toutes les ténèbres intérieures, toute la spiritualité, toute la sagesse, toute la capacité de transmutation d'un authentique et véritable scorpion, renforcé par ce Mercure également en scorpion, en maison 2, l'écriture impossible, l'écriture interdite. Nous t'avions bien dit que tu n'irais pas, tu ne nous as pas cru et tu as bien fait parce que tu l'as fait et tu es rentré. Protégé par cet Uranus en milieu du ciel qui trône, Uranus donne tous les possibles. Uranus en milieu du ciel, il ouvre la voie, il éclaire, il protège, il aide. Alors c'est la compréhension du bouddhisme par ce nœud nord en maison 11, la conscience du tout, la vacuité en soleil, puisque le Bouddha est aussi solaire, on est dans la vacuité. La maison 11, c'est la vacuité. Et pourtant, une des choses qui définit Alexandra David-Néel, c'est la même position lunaire que celle que je porte. Elle aussi, comme mon propre thème, a lune noire et lune en Verseau. Cela signifie des femmes indomptables, des femmes éprises de liberté, qui découvrent leur propre chemin, qui ne seront jamais conformes aux attentes des autres, parce qu'elles ont compris que la véritable sagesse, peu importe que l'on soit un homme ou une femme, c'est de tracer sa route, sa voie, et d'être maître de son destin. C'est par la maîtrise de son destin qu'Alexandra David-Néel a véritablement pris en main ses choix de vie. On l'imagine pénétrer à Lhasa alors qu'elle avait été cantatrice, avec des jolies robes, sur scène, applaudie, connue, reconnue, un visage splendide, presque une icône, magnifique, avec de la boue sur le visage, en tenue de mendiant, les pieds recouverts de bandelettes, avec des gelures, et pourtant l'envie encore d'avancer. Comme si quelque chose de la foi immense la poussait en avant et lui faille dire il y a plus important que moi. Alexandra David-Néel, par son témoignage, a en partie permis de sauver la culture tibétaine. Lorsque j'étais enfant, la meilleure amie de ma mère était bouddhiste et elle m'a fait découvrir cette femme d'exception en m'apportant ses livres que j'ai dévorés
avec infiniment de plaisir. J'ai appris beaucoup plus tard son incroyable parcours de vie, ses différents chapitres de sa vie, avec son père anarchiste, elle sur une scène cantatrice, ses tentatives de voyage, son apprentissage du sanskrit, son mariage, son refus d'être conforme à la norme, et puis ses départs. Et puis, à un moment donné, Alexandra Davinel est revenue. Elle a acheté une petite maison en Haute-Provence et elle s'y est retirée pour écrire. Alexandra Davinel, animée par cette force incroyable de la vie, est décédée très vieille. Elle ne se couchait plus. Elle dormait dans ce fauteuil qui garde encore la trace de son dos, dans cette petite maison de Digne que j'ai visitée il y a quelques années. Et il nous reste de ces incroyables périples en Asie, en Birmanie, en Malaisie, au Japon, en Corée, en Chine, à cheval, à pied, à dos de mule et même parfois à dos d'éléphant. Mais c'est surtout à pied, comme une voyageuse, comme un pèlerin, comme ces pèlerins qui avant partaient dans le désert explorer le monde avec un grand bâton, que l'image d'Alexandra s'est figée à tout jamais dans une incroyable sagesse à nous transmettre, manière de nous dire, tu peux être ce que tu veux être. Alors, cette Parisienne à Lhasa, qui avait un petit temple personnel, dans lequel le Dalai Lama est venu après son décès rendre hommage, ce petit lieu cosy, cette forteresse de la méditation, Shamtem Dzong, à Digne, lieu où elle s'est retirée avec tous ses souvenirs, avec tous ses écrits, porte encore un message d'une cantatrice voyageuse devenue grand initiée, qui un jour a pris sa plume pour raconter au monde les plus belles histoires dont il puisse un jour rêver. Soyez à vous-même votre propre lumière, disait Alexandra Davinel. À la lecture de ses 5000 ouvrages, de sa bibliothèque, elle ouvre aux voyageurs de passage, aux hippies qui viennent à Digne, aux admirateurs, aux écrivains. Elle a 100 ans, elle reste encore dans la vie. J'ai toujours l'effroi des choses définitives. Il y en a qui ont peur de l'instable. Moi, j'ai la crainte contraire. Je n'aime pas que demain ressemble à aujourd'hui et la route ne me semble captivante que si j'ignore le but où elle me conduit. Jusqu'à la fin de sa vie, les lignes se chevauchent. Elle continuera à écrire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle rêve de voyage. Elle avait renouvelé son passeport quelques mois seulement avant son décès et elle s'imaginait faire le tour du monde en 2 chevaux. Elle laisse derrière elle un trésor, 3 coffres, de lettres envoyées à son mari pendant toutes les années de voyage en Inde, dans l'Himalaya, au Tibet, dans les années 1920. Un témoignage de vie, un témoignage pour l'histoire, un témoignage de culture qui aujourd'hui sont en grand danger. Aujourd'hui, sa maison est devenue musée et sans l'âme qui l'anime, peut-être que l'aura d'Alexandra Davinel, cette cantatrice devenue initiée, ne serait pas aussi brillante. Autre chose. Mais voyez-vous, ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose ou est-ce que j'étais conditionné de façon à ce que je choisisse cela? Ben, ça, c'est une question de philosophie. Ça n'a rien à faire avec les voyages. Il ne faut jamais dire, si j'avais été là, à cette époque-là, et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bel ami, si vous aviez été de cette façon-là, dans tel entourage, à tel âge, etc., etc., vous auriez été celui-là. Vous n'auriez pas été celui que vous êtes maintenant, et vous n'auriez pas pensé la même chose. Vous auriez fait exactement ce que l'autre a fait, parce que vous auriez été lui à ce moment-là. Merci d'avoir écouté cette vidéo et ce partage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à demain pour une nouvelle capsule.